Auditrices et auditeurs, bonjour, bienvenue dans cette émission où on parle de santé et d'environnement. Aujourd'hui, on va parler d'endométriose avec l'association Mon Endométriose, Ma Souffrance, avec Lindy et Aurélie. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci de nous avoir invités. Alors, merci à vous. Aujourd'hui, une femme sur 10 est atteinte de cette maladie qui arrive au moment des règles, mais qui est encore très peu et pas assez connue. On parle de maladie chronique donc, dont on ne guérit pas. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu qu'est-ce qui se passe dans le corps de la femme à ce moment-là ? Oui, alors dans le cadre d'une endométriose, en fait, il faut comprendre que lorsque les femmes ont leurs règles, il y a une membrane qui est à l'intérieur de l'utérus qui s'appelle l'endomètre et c'est elle qui, en absence de grossesse, se disperse et donne ce qu'on appelle les règles. Et dans le cas d'une femme atteinte d'une endométriose, en fait, ces morceaux d'endomètre vont refluer au niveau d'autres organes, au niveau des ovaires et vont aller s'accoler sur le tube digestif, parfois même sur le foie, sur l'estomac. Ça peut remonter jusqu'aux poumons et parfois, dans des cas très rares, jusqu'au cerveau. Et du coup, ces organes, ces bouts d'endomètre-là vont continuer à être influencés par les hormones, comme s'ils étaient à l'intérieur de l'utérus, et ils vont continuer à saigner. Sauf que le sang qui va s'évacuer de ces bouts d'endomètre-là n'auront pas d'orifice où s'évacuer. Et c'est là qu'on va avoir des inflammations, des kystes hémorragiques. Et créer du coup de violentes douleurs que connaissent les femmes atteintes d'endométriose. Donc ça ramène à ma deuxième question, quels sont exactement les symptômes ? Je pense qu'il n'y en a pas que un, mais quels sont ces symptômes ? Alors les premiers symptômes de l'endométriose, ce sont les règles très douloureuses, les règles qui sont hémorragiques, les douleurs pendant les règles, pendant les selles, les douleurs pour uriner, les douleurs pendant les rapports intimes également, et aussi les problèmes d'infertilité. Il faut savoir que l'endométriose est la deuxième cause d'infertilité au monde. Est-ce que cette maladie, elle peut être transmise génétiquement ? Oui, alors quelques cas scientifiques ont montré dernièrement qu'il y a un facteur génétique. Donc, si la mère en a été atteinte, notamment, on doit faire attention et porter une vigilance encore plus particulière à ses filles et aux autres membres de la famille. Mais comment on peut détecter cette maladie ? Parce qu'on entend souvent des généralités. Oui, les règles, c'est douloureux, c'est un fait, c'est comme ça. Comment savoir quels signes nous alertent ? Alors, le premier signe qui doit nous alerter, c'est souvent celui qui est le plus banalisé, malheureusement, ce sont les règles douloureuses. Il faut savoir que dès le moment où ces règles-là, lorsque l'on consulte, ne sont pas soulagées par les traitements, les antidouleurs classiques, à ce moment-là, on peut être alerté sur le fait que ça puisse être de l'endométriose. Et là, il faut s'orienter très rapidement vers un généraliste compétent qui va vous orienter vers un gynécologue et qui va vous prescrire un certain nombre d'examens médicaux qui vont soit confirmer, soit écarter le diagnostic. Mais le premier symptôme à prendre en compte dans l'endométriose, ce sont les règles très douloureuses, hémorragiques en plus, et qui ne sont pas soulagées par les antidouleurs classiques. Donc, on l'a dit, c'est des symptômes importants et quand même assez présents. Est-ce qu'on peut pas, pour l'instant, on n'a pas de solution, on ne peut pas guérir de cette maladie, mais est-ce qu'on peut apaiser les douleurs ? Oui, on peut apaiser les douleurs, heureusement par le biais d'antidouleurs, mais aussi en fait lorsque le diagnostic est posé, on pose à la femme la question de savoir quelle est sa priorité pour la suite. Est-ce que c'est d'être soulagée des douleurs ou d'avoir une grossesse ? Parce que dans le cadre de l'endométriose, la grossesse est un facteur aussi déterminant dans la prise en charge. Et donc si la personne n'a pas pour priorité une grossesse, elle est orientée bien souvent vers une chirurgie, ce qui soulage à très long terme l'endométriose, suivi de traitements médicamenteux tels que la mise en ménopause artificielle. D'accord. Donc vous êtes atteintes toutes les deux de cette maladie. Vous, comment s'est déroulé votre parcours ? Comment vous en êtes rendu compte ? Et est-ce que vous avez été écoutée et prise en charge rapidement ? À moi ? Alors moi, j'ai été diagnostiquée en 2016. À cette époque-là, je travaillais car je suis assistante de vie aux familles et je devais signer mon CDI quelques mois après avoir été diagnostiquée. Au moment du diagnostic, c'était juste pendant les rapports, c'était juste après les rapports sexuels, des grosses douleurs violentes, mais très violentes, voire invalidantes à ce moment-là. Et direction urgence gynécologie à Saint-Pierre. Et là, en échographie, on ne voyait rien.
Et à ce moment-là, la gynécologue m'a dit ça que là, il faut passer directement au bloc parce que j'étais au point sur l'évanouissement et rien n'est passé, rien de médicamenteux passé à ce moment-là. Et au réveil, le diagnostic est tombé, vous avez l'endométriose. Avant ça, je me dis, peut-être c'est un cancer que j'ai, mais elle m'a dit, c'est pas un cancer, ça se guérit pas, vous avez l'endométriose. Et là, c'était la compréhension et aussi un soulagement parce que moi, j'ai souffert pendant 15 ans et 15 ans après, ça y est, un diagnostic est tombé. Et je me suis dit, effectivement, je ne suis pas folle, parce que bien avant ça, on m'avait dit d'aller voir un psychologue, voir un psychiatre, peut-être il y a des problèmes autour, au niveau des entourages et tout. Et avant ça, je partais peut-être 10 fois dans le même mois en urgence gynécologie. Voilà ce qui s'est passé. J'ai pas signé mon CDI, parce que comment prendre soin des autres si nous-mêmes, on n'arrive pas à prendre soin de soi. Et là, c'était vraiment, pour moi, une fatalité. Pour moi, là, c'était vraiment le tunnel noir. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais devenir? Et là, à ce moment-là, j'avais un compagnon. Je ne me sentais pas non plus soutenue comme moi. Je voulais être soutenue, pas de dialogue, et là, on poussait une mission dans un projet de mariage, bébé, etc. Tout a écroulé, il y a eu la séparation, et à ce moment-là, je dis, je dois me reprendre en charge, prendre soin de moi, et quelques mois après mon diagnostic, j'étais opérée. Voilà, j'étais opérée, je suis au stade 3. J'étais au stade 3 parce que maintenant j'ai une récidive de l'endométriose. Et à ce moment-là, j'ai connu l'association MEMS sur la page Facebook. Et là, j'ai sorti de mon isolement. Voilà, j'ai sorti de mon isolement, je pouvais me confier. C'est un collectif qui vivait la même chose. Très à l'écoute, et ces femmes-là aussi atteintes. Et là, il y avait vraiment une solidarité, une solidarité, quoi. Et là, 24 heures sur 24, je pouvais lancer un message sur la page Facebook. On me répondait quelques minutes, voire immédiatement. Et pour moi, c'était vraiment la solution pour m'en sortir, quoi. Et toi, du coup, ton histoire? Alors, mon histoire, elle a commencé à l'âge de 15 ans. J'ai eu de violentes douleurs qui ont continué à s'accroître pendant plusieurs années. À 23 ans, on a pu enfin me poser le diagnostic. Et là, j'avais une endométriose digestive, stade 4. Du coup, très vite, les médecins m'ont orienté vers le protocole fécondation in vitro parce qu'on m'a expliqué très solennellement que si je voulais un enfant, c'était maintenant ou jamais. Donc, je suis allée dans ce protocole-là avec mon compagnon de l'époque et il s'avère qu'on a dû interrompre le traitement parce que j'ai très mal réagi. Parce qu'il faut bien comprendre que dans le traitement de fécondation in vitro, on vous stimule les hormones, dont l'œstrogène qui est justement l'hormone qui stimule l'endométriose. Donc mon endométriose a flambé et du coup j'ai enchaîné encore plus de complications et les médecins ont arrêté le protocole, on a fait un bilan et à ce moment-là une équipe pluridisciplinaire de médecins, à l'époque c'était à Paris parce que j'étais pas suivie à La Réunion, m'ont annoncé que on arrêtait là toute prise en charge pour une éventuelle grossesse puisque j'avais plus de risques pour ma vie que de chances réellement d'y arriver. Et là, en 3 mois, on m'a orientée donc d'une fécondation in vitro à une chirurgie radicale de l'endométriose qui consistait, donc j'avais 26 ans à l'époque, et qui consistait à enlever l'ensemble des lésions d'endométriose, mais aussi l'ensemble des organes, atteints par l'endométriose, y compris les ovaires et l'utérus. Ok, des lourdes histoires quand même. Donc on vous entend parler de stade 3, stade 4. Est-ce que vous pouvez expliquer à nos auditeurs combien de stades il y a et à quoi correspondent peut-être les stades? Alors c'est préférable de laisser un médecin en parler, mais parce qu'ils sont eux-mêmes en discussion sur justement les stades et on a des difficultés justement à déterminer les stades. Mais le stade 4 fait partie du stade le plus évolué que l'on connaisse de la maladie, avec des atteintes vraiment profondes. Quand on écoute vos histoires, on a vraiment l'impression qu'il y a une méconnaissance de la maladie. Est-ce que vous considérez que les médecins ont
se sont doutés tout de suite que c'était cette maladie ou alors ça leur a même pas traversé l'esprit. Il y a un manque de formation peut-être à ce niveau-là. Oui, alors dans nos deux cas, je pense que la réponse est unanime. Il y a eu une méconnaissance clairement du corps médical par rapport à l'endométriose à ce moment-là. Et un certain nombre de femmes atteintes de la pathologie sont dans le même cas, puisqu'on est sur une moyenne d'entre 6 à 7 ans avant un diagnostic d'endométriose. Donc, aujourd'hui, de plus en plus, les médecins s'y intéressent et s'investissent dans cette cause. Et heureusement qu'ils sont là pour faire avancer les choses. Mais on est encore sur, malheureusement, une trop grande méconnaissance, notamment auprès du premier professionnel de santé que nous voyons, qui est le généraliste, qui est assez peu informé sur l'endométriose. Et du coup, il y a une réelle nécessité de former les médecins, en priorité le généraliste, ensuite les gynécologues et les autres spécialités concernées par l'endométriose. Parce que, sauf erreur de ma part, mais les partenaires de santé nous disaient que justement l'endométriose ne représente que quelques heures dans leur cursus de plus d'une dizaine d'années. Donc il faudrait à mon sens commencer par revoir justement les programmes de formation au point de vue de l'endométriose et ensuite continuer la sensibilisation à plus grande échelle que le fait actuellement les associations. Donc vous l'avez dit, 6 à 7 ans avant de détecter vraiment la maladie. Est-ce que si la maladie était détectée au début, est-ce qu'on pourrait limiter les dégâts ? Oui. Si, en fait, les premiers symptômes de l'endométriose commencent avec les premières règles. Et s'il y avait une prise en charge dès ce moment-là, l'impact psychologique et l'impact physique par rapport à la maladie serait beaucoup moindre que ce qu'on a maintenant. On éviterait d'arriver... Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que la femme arrive chez le médecin bien souvent avec un stade trop avancé, qui l'expose du coup à des chirurgies beaucoup trop lourdes et des récidives qui sont encore plus fréquentes. Alors que si on pouvait intervenir donc dès les premiers symptômes, on aurait beaucoup plus de possibilités de maîtriser la maladie. Et quelles sont les conséquences de cette maladie au quotidien ? Parce que je me doute bien que ça ne doit pas être simple tous les jours. Oui, comme le disait Aurélie tout à l'heure, c'est un quotidien très invalidant au niveau professionnel déjà, parce que comme elle le disait très bien, on peut difficilement s'engager dans un parcours professionnel quand on a déjà du mal à être en phase avec nous-mêmes, quand notre corps déjà nous fait souffrir. Donc un impact social, un impact professionnel. On se désociabilise aussi, puisqu'on a souvent tendance, comme elle le disait aussi tout à l'heure, à dire aux femmes quand elles sont atteintes de règles douloureuses, ça se passe dans notre tête. Donc du coup, ce sont des commentaires qui font en sorte que nous, du coup, on s'isole. On a du mal à parler de la pathologie. Et du coup, ça a un impact social, professionnel et aussi un impact au niveau familial, puisque notre propre entourage ne nous comprend pas. Et un impact aussi au niveau de notre couple, puisque c'est une souffrance aussi pour celui ou celle qui nous accompagne. Est-ce qu'on peut parler d'handicap ? Oui, finalement. Oui. Mais donc on voit bien que c'est une maladie handicapante, mais est-ce que vous êtes accompagné par peut-être des jours de congé ou est-ce qu'il y a quelque chose de concret pour vous aider à vivre au quotidien avec cette maladie ? Alors, officiellement, il n'y a rien de spécifique par rapport à l'endométriose actuellement, mais on peut bien évidemment se mettre en arrêt maladie lorsque vraiment le corps ne suit plus et qu'il est en réelle souffrance. Après, ça peut aussi être très mal perçu de l'employeur et de nos collègues. C'est pour ça que c'est tout un combat d'encadrer aussi cette prise en charge au niveau de l'endométriose. Aujourd'hui, les femmes peuvent faire aussi une demande de reconnaissance de travailleurs handicapés, mais bien sûr, c'est au cas par cas et certains dossiers sont refusés alors que vraiment les femmes sont dans une situation vraiment de souffrance physique. Donc, ce serait aussi d'un peu mettre au clair les règles par rapport aux femmes atteintes d'endométriose pour voir concrètement quels sont leurs états à chacune et comment mieux les aider dans leur parcours au quotidien aussi que nous essayons de faire. Tu avais peut-être quelque chose à rajouter, Aurélie ? Oui, en parlant de la vie de famille, effectivement,
quand on a des problèmes au niveau des rapports sexuels, où il n'y a pas de communication, c'est un moment où on ne croit plus. On ne croit plus à l'autre personne qui est en face de nous, on ne croit plus à l'amour. Et jusqu'au jour, l'univers nous envoie quelqu'un, et à ce moment-là, il y a toujours cette petite peur, cette petite crainte, de dire mais je suis malade, quoi. En fait, c'est un moment où je me suis identifiée à la maladie. Oui. Je me suis dit, je suis malade, j'ai pas le droit, moi, j'ai pas le droit d'être aimée, j'ai pas le droit d'avoir de l'amour en dehors celle de ma fille, parce que j'ai une fille aussi âgée de 13 ans, j'ai eu à 20 ans. Et à ce moment-là, j'ai eu, on va dire, une claque. L'année dernière, une amie, aujourd'hui est devenue ma belle-sœur, elle m'a dit, mais maman, je lui ai dit au téléphone, tu te rends pas compte, je suis malade, il voudra jamais de moi, quoi, je suis malade et tout. Et on fait compte à ce moment-là, quand j'ai connu cette personne, mon compagnon actuel, lui-même il m'a dit oui, mais tu as le droit au bonheur, tu as le droit d'être aimé, tu as le droit de construire. Et à ce moment-là, j'ai reçu vraiment une bonne gifle, quoi. J'ai dit, effectivement, oui, je suis femme, quoi. Je suis femme, j'ai le droit de m'habiller, de me faire belle, de vivre totalement, avoir un droit à cette vie-là, malgré l'handicap, malgré le mépris, quelque chose, des fois on reçoit ce mépris-là. Et effectivement, moi je dis à toutes ces femmes qui ont des séparations, des divorces, déjà prenez soin de vous, et à ce moment-là, les autres vont vous voir telle comme une vraie femme, quoi, dans toute sa splendeur. Est-ce que vous pensez que le fait que dans notre société, les règles, la sexualité restent des sujets quand même assez tabous, est-ce que ça engendre justement l'incompréhension de la société vis-à-vis de cette maladie ? Oui, oui, totalement, puisque du coup on a du mal à en parler, et la femme atteinte d'endométriose a d'autant plus de mal à en parler que lorsqu'elle va voir son généraliste et qu'elle lui dit non, vos règles douloureuses, vous n'êtes pas les premières à en avoir, et vous ne serez pas les dernières, et c'est vous qui êtes trop douillettes. Quand on entend ce type de discours de certains professionnels de santé, malheureusement ça ne nous aide pas non plus à lever le tabou, et c'est pour ça que l'association entre autres existe pour faire comprendre à ces femmes-là justement que elles n'ont pas à se culpabiliser, que ce qui se passe, c'est ce que leurs douleurs sont bien réelles, et que si un médecin n'y porte pas plus d'attention, il faudrait peut-être prendre un deuxième avis et faire les examens adaptés pour voir s'il s'agit ou non d'endométriose, mais en aucun cas baisser les bras ou se culpabiliser sur la situation qu'elles vivent. Alors votre association Mon Endométriose, Ma Souffrance existe depuis 4 ans. Qu'est-ce que vous proposez aux patientes, aux malades qui viennent vous voir ? Alors elle existe depuis 4 ans à l'île de la Réunion, et depuis 7 ans, depuis 7 ans déjà depuis la métropole. Ouais. Et on propose aux femmes atteintes donc des groupes de parole déjà avec des psychothérapeutes avec qui nous sommes en partenariat, des rencontres amicales avec des bénévoles de notre association qui permet des temps d'échange où vraiment la femme mais aussi le couple peuvent venir échanger avec d'autres personnes sur la pathologie pour témoigner de leur expérience et prendre aussi ce qu'il y a de bon dans les expériences de chacune. On met en place également des conférences avec des partenaires de santé toujours, et là notre action annuelle, c'est la 4e édition de l'Endomarche que l'on organise le samedi 30 mars à Saint-Pierre au stade Casabona. Donc on reviendra un petit peu plus tard pour reparler de cet événement. Mais donc vous l'avez dit, vous proposez des conférences, etc. Est-ce que vous aidez les patientes à se tourner vers des médecins et des professionnels de santé ? Tout à fait, c'est notre rôle, sans interférer justement dans leur diagnostic ou dans leur prise en charge. Mais on a mis en place donc une ligne d'écoute téléphonique propre à l'association qui permet donc aux personnes concernées ou qui veulent avoir des informations tout simplement sur l'endométriose de nous contacter, et on les oriente au mieux en fonction de leur parcours via plusieurs partenaires de santé avec qui on travaille, à la fois concernant donc tout ce qui est gynécologique, prise en charge psychologique également, puisque c'est primordial dans le cadre de l'endométriose, et aussi tout ce qui est fécondation in vitro. D'accord. Est-ce que l'endométriose, c'est une affaire que de femmes ? Non, ce n'est pas. Merci de nous poser cette question, parce que ce n'est malheureusement pas une affaire que de femmes. C'est vraiment un réel problème de santé publique, parce que tout le monde est concerné par l'endométriose. Les mères, les pères de famille, le couple en entier est concerné par l'endométriose lorsqu'un membre est touché. Et c'est pour ça que c'est important de mettre en lumière la pathologie.
Donc justement pour que les gens se sentent concernés et apprennent un peu plus sur cette maladie à la marche du samedi 30 mars, qu'est-ce qu'il y aura comme animation? Alors cette année, contrairement aux autres années, ce ne sera pas qu'une simple marche. Ce sera, on commence la journée dès 9h. Donc on invite les Réunionnais à nous retrouver dès 9h au stade Casabona. On va commencer avec des conférences, donc 2 conférences avec le docteur Egermont sur la prise en charge de la douleur, sur le diagnostic de l'endométriose. Ensuite, on aura la marche donc à partir de 13h. La marche va durer à peu près 4 km, mais on va prendre notre temps pour traverser la ville de Saint-Pierre en musique. Et ensuite, on revient avec un plateau artistique. Donc, il y aura Michou, il y aura Ségaël, il y aura Dimextaya qui sera là également, Jolinson d'Alincourt, David Louisin qui nous soutient aussi. Et tout au long de la journée, il y aura des activités sportives, donc VTT, il me semble, des activités de loisirs avec notre partenaire principal qui est l'OSTL. Et des partenaires de santé dans un village santé où vous pouvez rencontrer donc des associations qui vont traiter donc du cancer du côlon, du diabète également. Donc plein d'informations à venir récupérer. Si on veut participer à cette journée, est-ce qu'il faut s'inscrire en avance ou on peut se présenter Alors là, vous pouvez accéder aux conférences librement. Par contre, pour la marche, on demande une inscription. Donc pour ça, il faut nous contacter, si je peux donner un numéro, au 06 93 90 17 20. 06 93 90 17 20 pour l'inscription à la marche. Et si on veut adhérer à votre association, donc Mon endométriose, ma souffrance, comment ça se passe? Eh bien, c'est déjà avec grand plaisir, parce qu'on est une toute petite équipe de bénévoles et on a besoin de renforcer notre équipe. Et donc, il faut nous contacter au même numéro, 06 93 90 17 20. Merci beaucoup pour cette interview assez poignante. J'espère que, auditrices et auditeurs, vous avez pris connaissance, vous avez découvert quelque chose et vous vous sentez peut-être un petit peu plus concernés. Merci beaucoup en tout cas d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à vous.